Le ministère des Affaires étrangères et les Gabonais de l'étranger ont organisé la première réunion extraordinaire du comité technique national de pilotage dans le cadre du programme de développement intégré de la zone des 3 frontières. Ingrid Mombo-Bibambou, Francis Ngomo, Rodolphe ELMV pour les précisions. La zone des 3 frontières demeure un espace à forte potentialité socio-économique et culturelle. Parvenir à relever le défi de rendre concret son développement est le leitmotiv de cette première rencontre extraordinaire du comité technique de pilotage composé du Gabon, du Cameroun et de la Guinée équatoriale. Les activités liées à la première réunion extraordinaire du comité de pilotage volet Gabon qui se tiendront à Libreville et à Bitam ont donc pour objectif de présenter le processus de mise en place du programme Gabon, de consolider in fine le cadre réglementaire de ce programme, de recruter les personnels d'encadrement de l'unité de gestion du programme Gabon et enfin de signer les actes visant l'adoption, l'approbation des résultats de ces travaux. Initié par la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, CEMAC, dont l'ambition est de fédérer les synergies. Il proviendra des efforts de mobilisation de la CEMAC d'une part et de la mutualisation des efforts des ministères y relatifs, des collectivités locales, des zones des 3 frontières et, le cas échéant, des partenaires techniques et financiers d'autre part. Élaboré au Cameroun dans le cadre de l'intégration sous-régionale des peuples, la matérialisation de ce projet sous l'ère de la transition serait une victoire diplomatique pour le Gabon. Et notons que demain, vous aurez les résultats de l'élection du bureau de coordination de l'unité de gestion du programme de développement intégré de la zone des 3 frontières. Je vous invite à suivre ce communiqué portant sur les actes de violence, de révolte qui portent atteinte à nos institutions et qui sont condamnés par le ministère de la Justice, des actes qui émanent des activistes vivant en France. Je vous propose d'écouter Stanislas Kumba, il est directeur général des affaires pénales. Communiqué du ministère de la Justice, garde des Sceaux. Le ministre de la Justice, garde des Sceaux, constate pour le déplorer la recrudescence des discours diffamatoires, injurieux, d'incitation à la violence, à la révolte contre les autorités publiques et portant atteinte au prestige et à l'image des institutions de la République, notamment à la présidence de la République et à la personne du chef de l'État. Ces discours qui menacent notre vivre ensemble et l'unité nationale sont prononcés et diffusés dans les réseaux sociaux par des compatriotes résidant en France ou ailleurs qui se font appeler activistes. Ces derniers sont soutenus par des complices cachés et dispersés sur le territoire national. Le ministre de la Justice rappelle aux intéressés que notre pays reste attaché et respectueux des différentes conventions internationales auxquelles il a adhéré, ainsi qu'aux accords de coopération et d'entraide judiciaire le liant à certains États dans lesquels les activistes ont trouvé refuge. À cet effet, conformément aux dispositions de l'article 17 du Code de procédure pénale, des instructions ont été données au procureur de la République près le tribunal de première instance de Libreville aux fins d'engager des poursuites sur le fondement des articles 88 et 157 du Code pénal, des poursuites individuelles contre ces compatriotes qui passent leur temps à vilipender les institutions de la République. Par ailleurs, les juridictions compétentes des pays dans lesquels se trouvent ces compatriotes en quête de visibilité seront directement saisies. Je vous remercie.
Intense activité à la Chambre basse du Parlement. D'abord avec cette audition de la ministre de la Défense nationale face aux membres de la Commission des finances sur le projet de loi de finances exercice 2025 de la mission Défense. Presse Assemblée nationale. En se prêtant à l'exercice de présentation du budget 2025 de la mission Défense devant les honorables députés membres de la Commission des finances, afin qu'ils procèdent à son examen et à son adoption, le ministre de la Défense nationale, le général de corps d'armée Brigitte Onkanoa, a précisé que ce budget est en baisse en raison de l'augmentation des dépenses de personnel en 2025, de la diminution des dépenses des biens et services et des dépenses de transfert en 2025, pour ne citer que celles-là. Pour le projet de loi de finances initiale 2025, les crédits de la mission Défense connaissent une diminution globale de 4%. Par rapport à la loi de finances rectificative 2024, passant de 215 milliards 896 millions 79 217 francs CFA à 207 milliards 71 millions 867 800 francs CFA, soit une baisse de 8 milliards 824 211 417 francs CFA. Notons que cette dotation budgétaire 2025 de la mission Défense a pour objectif principal de permettre aux militaires de bien surveiller et sécuriser le territoire national, d'assurer la sécurité des personnes et des biens, de réparer et acquérir du matériel adapté, de poursuivre la réhabilitation des casernes. Restons dans cette commission, cette fois avec le ministre de l'Intérieur, pour le même exercice. Retrouvons Priscan Kamabekale et Valérie Charles Poulangoy. Invité par les honorables députés de la transition, membres de la commission des finances, du budget, de la comptabilité publique, des affaires économiques et de la production, à soumettre les prévisions budgétaires exercice 2025 pour la mission interministérielle sécurité, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Herman Nimongo, a précisé que cette mission est mise en œuvre à travers deux programmes, à savoir le programme Police nationale et le programme Gendarmerie nationale, avec pour mission la protection des personnes et des biens, avant de rappeler le niveau des dotations et leurs exécutions à fin octobre 2024. Les autorisations budgétaires et les éléments de performance nous permettent de rappeler que le niveau des dotations votées dans le loi des finances rectificative 2024 a pu permettre à la mission sécurité de bénéficier d'une dotation globale de 112 371 738 873 francs CFA. Les dépenses de personnel constituent 78,83% des crédits de la mission. Les dépenses d'investissement 11,54%. Les dépenses de fonctionnement 9,59%, le programme Police nationale près de 65% des autorisations budgétaires. Malgré un budget en nette diminution en 2025, les ministères en charge de la sécurité entendent mettre tout en œuvre pour répondre efficacement aux attentes légitimes des populations en matière de sécurité. Le cadrage budgétaire prévoit en 2025 pour la mission sécurité un budget global de 107 322 256 050 francs CFA contre 112 371 738 873 francs CFA dans la loi des finances rectificative 2024, soit une diminution de 5 49 482 823 francs CFA, un taux de 4,49%. Au-delà des efforts indéniables consentis par les pouvoirs publics pour juguler l'insécurité dans nos villes, le phénomène semble avoir la peau dure, ce qui a suscité plusieurs interrogations côté honorables députés, notamment avec la baisse des crédits alloués à cette mission. Et à moins de 15 minutes de là, au Sénat, le ministre des Comptes publics a également été auditionné par les membres de la Commission des finances. On regarde. Dans son rapport général sur la question, la Cour des comptes en avait brossé un tableau sombre lors de la séance plénière du Sénat. Face aux sénateurs membres de la Commission des finances, Charles Mba, le ministre des Comptes publics, a décliné les détails de la gestion du budget de l'État exercice 2022. Arrêté en équilibre à 3 295 584 415 145 francs CFA, l'exécution de la loi des finances 2022 laisse apparaître un solde excédentaire des opérations budgétaires à 730 49 206 337 francs CFA, un solde déficitaire des opérations de trésorerie et de financement, moins 711 535 124 687 francs CFA, un résultat positif de la comptabilité générale établi à 419 224 305 004 francs CFA.
Bien qu'excusé pour n'avoir pas été à la manœuvre de l'exécution de ce budget, le ministre des Comptes publics n'a cependant pas échappé aux critiques des sénateurs qui appellent à plus de rigueur dans la gestion des deniers publics. Lorsqu'année dernière, nous avons auditionné le gouvernement sur le budget 2023, nous étions effarés de constater que le budget n'était exécuté peut-être qu'à 10%, et pour certains ministères, 0%. Donc, il y a véritablement un problème de sincérité. La partie investissement est le parent pauvre du budget de l'État. À quand ce redressement, monsieur le ministre? Il faut dire que cette audition a clairement permis de mettre en lumière des pratiques peu orthodoxes de la gestion financière de l'ancien système, en même temps qu'elle ouvre les perspectives pour un nouveau mode de gestion du budget de l'État. Nous l'annoncions titre, le ministre du Pétrole a reçu en audience la Convention des entreprises pétrolières autochtones. Les deux parties ont entamé des discussions visant l'épanouissement de ces sociétés dans l'industrie pétrolière nationale avec à la clé l'élaboration d'une stratégie adaptée aux enjeux de développement du secteur. Lariska Lorma-Mingi, Berthéon Saga. La Convention des entreprises pétrolières autochtones entend plus que jamais avoir une place de choix dans l'industrie pétrolière nationale. Pour ce faire, elle est venue présenter à Marcel Abeke sa stratégie. L'objectif de la réunion, c'était de discuter et de présenter au ministre une stratégie pour le développement des sociétés autochtones pétrolières. Nous y avons donné des propositions, comment nos sociétés autochtones peuvent accéder à des permis d'exploitation ou d'exploration. Qu'est-ce qu'il faut faire au niveau du code pétrolier pour le rendre plus attractif aux sociétés autochtones en termes de processus qu'on continue à travailler pour que la production reste ce qu'elle est aujourd'hui. Avec les enjeux de développement du secteur, la CEPAC qui représente ici le contenu local entend se frayer un chemin parmi les géants déjà en place. Bien entendu avec le soutien de la tutelle qui jusqu'ici a été une oreille attentive et un allié sûr. Après son dernier concours d'entrée en 2016, l'École nationale d'art et de manufacture a procédé ce matin à la rentrée académique pour le cycle moyen. Le ministre en charge de la culture et des arts, le docteur André Jacques-Augan, y était pour constater la reprise des cours et offrir un important don de matériel et d'équipement. Charles Goula, Eric Cassa. Un rêve devenu réalité. L'École nationale d'art et manufacture, dans toute sa splendeur, accueille ses étudiants pour l'année académique 2024-2025. C'est un grand plaisir d'être étudiant dans cette école parce que nous avons longtemps postulé dans les différents ministères. Malheureusement, ça n'avait pas été et ici, Dieu a fait grâce. L'ENAM renaît sous une nouvelle formule, le cycle moyen, l'entrée avec BEPC et puis le cycle supérieur. Cette année, en plus de ces deux, nous avons ouvert les classes de master. Et en plus de cela, il y a le pan culture. Le docteur André Jacques-Augan, pour parachever l'action du gouvernement de la transition sous instruction du chef de l'État, offre cet important don de matériel. À l'endroit des étudiants, vous avez vu comment nous avons tout fait pour restaurer cet établissement qui avait complètement perdu ses lettres de noblesse. Je me dois de remercier deux personnes qui ont permis que cette école puisse rouvrir ses portes. La première personne, c'est le chef de l'État, qui ne cesse de faire de gros efforts pour la jeunesse. Le Premier ministre, Raymond Dongsima. Nous venons d'ouvrir l'ENAM. Nous avons fait notre part de job. C'est à vous de faire votre part de job maintenant. C'est enfin notre essor vers la félicité. Le supérieur de l'ENA, quant à lui, reprend ses droits le 16 décembre prochain. Du 9 décembre au 29 janvier 2025, selon un communiqué officiel, les personnes en situation de handicap passeront à la caisse pour le paiement de leur allocation annuelle sur l'ensemble du territoire national. Une opération qui intervient au terme du recensement effectué par la Direction générale du ministère des Affaires sociales. Sa tutelle Nadine Nathalie Awanan a visité plusieurs sites pour vérifier le bon déroulement de cette opération. Mirandangé, Pierre Claverilla. Depuis ce lundi matin, les personnes vivant avec un handicap perçoivent leur allocation annuelle, le secours permanent.
Cette initiative vise à soutenir cette couche de la population gabonaise. L'autre objectif est de promouvoir leur inclusion sociale et économique. 3, 4, 5, 6... Le docteur Zuyovono, parent d'un enfant avec des troubles du langage, a obtenu le bon de caisse pour son allocation. J'ai un enfant qui a un retard de langage, qui est juste à tous différent, et je suis venu toucher ce bon de caisse ce matin. Et c'est effectif, en tout cas. Il n'y a pas de souci, vous arrivez, vous vous faites enregistrer, et tout de suite, on vous donne votre bonne caisse, et vous le touchez comme vous venez de le voir, sans problème. Le gouvernement s'engage activement en faveur de l'inclusion des personnes en situation de handicap. À ce titre, il travaille à améliorer le système de protection sociale pour garantir un meilleur accès aux aides et services adaptés. Cette allocation rentre dans le cadre de l'accompagnement aux personnes handicapées qui rentrent un tant soit peu dans l'amélioration des conditions de vie. Nous sommes toujours dans le cadre de la recherche du bien-être des populations, y compris la personne handicapée. Environ 38 000 personnes vivent avec un handicap au Gabon. Grâce aux efforts déployés par le gouvernement, ces citoyens disposent désormais plus d'opportunités pour participer pleinement à la vie sociale et économique du pays. En santé, le ministre de tutelle, le professeur Adrien Mougougou, a eu une séance de travail avec la délégation de l'Agence française de développement au Gabon et une mission de la structure éponyme dépêchée depuis Paris en France pour ensemble faire le bilan du projet PASS 2, entendez, programme d'appui au secteur de la santé phase 2. Anditungi Medaringeng. L'Agence française de développement est au cabinet du ministre de la Santé pour faire le point des travaux entamés dans plusieurs provinces du pays. Avec le professeur Adrien Mougougou, le curseur a été mis sur le respect de l'avenant qui engage le gouvernement gabonais et l'AFD. Les travaux ont déjà largement été réalisés puisque 8 centres de santé ont été ouverts et il s'agit aujourd'hui de finir les 4 centres hospitaliers régionaux des 4 provinces concernées. La mission de l'AFD dépêchée depuis Paris dresse un bilan sur l'achèvement du projet PASS 2. Le bilan qu'on a fait aujourd'hui lors de l'audience avec Monsieur le ministre est très positif puisque le projet a réellement pu avancer sur un nombre de chantiers très important et donc on touche, comme on l'a dit, à la fin du projet avec des résultats tangibles sur le terrain dont on est très content. Si les 2 tiers du projet ont été exécutés, la volonté du gouvernement à travers le ministère de la Santé est de tenir son engagement à faire aboutir cette combinaison d'idées entre les 2 parties. Nous avons d'ailleurs soumis et approuvé la signature d'un avenant permettant de prolonger le délai de 6 mois supplémentaires pour nous permettre vraiment d'atterrir avec assurance. Nous avons saisi notre collègue de l'économie et nous savons que très rapidement il devra saisir ou s'engager auprès de l'Agence française de développement pour l'obtention ou la signature de cet avenant. Outre l'avancement des travaux, le ministère de la Santé souhaite également soutenir la politique de maintenance dans le but d'offrir des prestations médicales basées sur une gestion préventive et curative. Direction la province du Haut-Ogooué qui accueille du 5 au 11 décembre prochain la 12e édition du Festival du film de Massoukou sous le thème Nature et Environnement. C'est la ministre de la Communication et des Médias, porte-parole du gouvernement, qui a ouvert les festivités de ce rendez-vous du cinéma de Franceville, organisé par la réalisatrice Nadine Otsobogo. Les détails avec Yolande Ekwara et Gérald Ifunchi. C'est désormais un incontournable dans la province du Haut-Ogooué, le festival du film de Massoukou, organisé par la réalisatrice gabonaise Nadine Otsobogo, qui se tient du 5 au 11 décembre 2024. L'événement, depuis 12 ans, se positionne comme une plateforme mettant en lumière le talent créatif local. Célébré sous le thème de la nature et l'environnement, la 12e édition du festival du film de Massoukou, parrainée par le réalisateur congolais David Pierre Fila, propose des films traitant des sujets relatifs aux problématiques environnementales. Des thématiques qui intègrent les politiques gouvernementales en matière de protection et de conservation de notre écosystème sur la scène nationale et internationale. D'où la présence à Franceville du ministre de la Communication et des Médias, porte-parole du gouvernement. À ce grand rendez-vous du cinéma prenait aussi une part active Serge Abessolo, directeur général de l'Institut gabonais de l'image et du son, IGIS. C'est une présence du membre du gouvernement qui démontre ici
tout l'intérêt que les autorités de la transition accordent à la valorisation du cinéma gabonais et à la sensibilisation des populations sur ces questions cruciales de protection de l'environnement. Le bassin du Congo, dont notre pays est un gardien privilégié, représente l'un des derniers remparts contre le dérèglement climatique mondial. Cette région qui abrite une biodiversité exceptionnelle et des espèces emblématiques comme le gorille de montagne ou l'éléphant de forêt joue un rôle vital dans la stabilisation de notre climat. Chacun de nous est acteur de notre futur, acteur de la préservation de notre environnement. Pour cette 12e édition, 80 films ont été présentés au concours de production organisé par le festival. Et seuls 12 films ont été sélectionnés, représentant 10 pays, parmi lesquels 2 productions gabonaises, dont le film Nossi et H20, qui vont compétir pour 3 prix, à savoir le prix du jury professionnel, le prix du public et le prix de l'étudiant. Les villes